remercie tous d'être venus si nombreux dans notre espace Montpezat, espace culturel de la Société des poètes français, pour découvrir les œuvres d'Edith Cohen et de Claude Macquart. Voilà. Alors donc, bienvenue dans notre espace Montpezat, siège de la Société des poètes français, comme je vous le disais, une société qui a environ 110 ans maintenant. Et merci d'être venus de très loin pour certains, découvrir les œuvres de nos artistes, dont les deux formes d'expression sont parfaites et en complémentarité. Nous n'aurions pas fait mieux si nous avions voulu le faire exprès. Toutes les deux s'expriment avec un regard humaniste, l'homme dans sa symbolique, demeure au cœur de leur œuvre. Et je tiens particulièrement à remercier ces deux créatrices d'honorer les cimaises de notre espace. Bien que les deux artistes, avant ce vernissage, ne se connaissaient pas, elles ont encore un point commun. Car je les ai découvertes toutes les deux à la prestigieuse exposition de la Biennale Art Vivant à Châlons-en-Champagne. Comme le dit le vieil adage, j'ignore si les voyages forment la jeunesse, mais une chose est certaine, Edith Cohen est de ceux pour qui les déplacements ne font pas peur. Native de Paris, c'est aujourd'hui, par cette exposition, un peu comme un retour aux racines. Sa jeunesse se déroula à Rio. Puis, ce fut l'installation en Israël, où elle réside actuellement et travaille. Elle a fait ses études à l'école des Beaux-Arts de Rio, et depuis, elle poursuit toujours son cheminement créatif avec une constance et un suivi permanent. Son œuvre nous pénètre totalement. Elle révèle l'être d'une grande part de sensibilité et surtout d'une profonde intériorité. Au-delà de la technique, des techniques je dirais, parce qu'il y a la technique de la peinture et la technique de la gravure, qu'elle maîtrise parfaitement au travers de belles compositions harmonieuses et de bonne facture, bien entendu, l'œuvre d'Edith repose sur des fondamentaux humanistes et universels. Chez elle, tout est dans l'élévation et la transparence. Les thèmes sont subjectifs, à chacun de les interpréter selon ses degrés, selon ses perceptions, bien entendu, et selon son regard culturel ou sa réceptivité. Edith se tient en marge des modes éphémères, des courants insipides, officialisés, d'un conceptuel sans âme, par exemple, pour ne citer que. Et elle est bien loin aussi de ces mouvances sordides, de l'art sordide, de l'art de la peur, de l'horrible, et autres peintres de l'angoisse. Il ne faut voir chez elle qu'une forme poético-spirituelle, une œuvre flottant entre deux eaux, une ambiance en suspension et un univers un peu hors du temps. Une peinture qui annonce l'homme se reconstruisant, en passant par le sacré et la réalisation personnelle. Et si vous prenez un peu le temps de regarder les œuvres d'Edith, vous y trouverez principalement la verticalité. Vous y trouverez principalement la verticalité, donc synonyme d'élévation vers un autre plan de perfectionnement, une transcendance. C'est la position de l'homme debout, de l'homme qui marche. Et si vous faites une observation sur ces tableaux, marqués par les horizons, vous pourrez y découvrir de toute façon la spirale, c'est-à-dire le cycle universel, allant dans le même principe de l'infiniment grand à l'infiniment petit, le microcosme rejoignant ici le macrocosme et obéissant bien entendu aux mêmes lois. Les valeurs colorées et harmoniques d'Edith nous transportent dans un espace de paix, dans un champ de méditation où tout le devenir de l'homme est régi par la même équation. Aspect intéressant dans l'œuvre mixte d'Edith, il n'est pas rare d'y rencontrer des fragments d'écriture, traces indélébiles de la pensée humaine. Ferait-elle une relation avec les manuscrits de la mer morte, ou peut-être la pierre de Rosette? Pourquoi pas? Délicat dans la définition,
Mais une chose est certaine, ces fragments d'écriture sont des liens directs avec la mémoire de l'homme, qui nous conduit vers son devenir, son évolution de conscience et une meilleure connaissance de soi. Mais aussi une approche des principes universels. Chacune des œuvres d'Édith est une partition de vie, univers, et qui se présente à nous comme une première lueur du monde, jusqu'à peut-être toucher la grâce et les essences de la conscience. Donc voilà en ce qui concerne Édith, un petit survol. Maintenant vers les œuvres sculptées de Claude Macquart, qui avec une autre technique et d'autres moyens bien évidemment, contient un langage en harmonie avec celui d'Édith, car là encore, nous nous trouvons confrontés au cœur de l'humain, de son rapport avec l'univers, et quelle que soit son ethnie ou sa culture. Claude possède déjà un parcours de sculpteur céramiste qui, au-delà de la création personnalisant l'œuvre et le métier à part entière, où nous rejoignons un peu le bel esprit des artisans, des compagnons et de l'amour du travail bien fait. Principe même de la notion de l'intelligence de la main. Claude fut initié à son art de céramiste dans de nombreux ateliers, qui, chacun à leur manière, apportent une pierre supplémentaire à l'édifice de la créativité de Claude. Elle a eu la chance de rencontrer le maître céramiste qui lui firent des transmissions de leur savoir et de techniques différentes, comme la céramique, la porcelaine, le raku. Et une rencontre fut pour elle assez déterminante, car elle fit la rencontre du sculpteur Mano Dayak, farouche défenseur des Touaregs, de quelques minorités ethniques comme ça, qu'il a défendu beaucoup, et ce qui donna une série de céramiques sur ce thème. Il y a eu une période où Claude a travaillé justement sur le thème des Touaregs. Mais le raku prend une place importante aussi dans l'œuvre de Claude. Technique délicate, le raku nous vient du Japon, un Japon du XVIe siècle, alors qu'un potier avait laissé un peu ses terres et ses poteries sur le feu, ce qui provoqua accidentellement des craquelures et qui devint après perfectionnement le raku. La céramique impose un véritable métier et beaucoup de patience dans les différentes étapes allant du modelage à la cuisson, à l'émaillage, à la finition, aux patines et au nettoyage des pièces. Donc il y a tout un parcours vraiment important. Il y a un peu chez le céramiste une notion alchimique qui passe de Vulcain, on va dire, pour faire un transfert chez Pygmalion. Et si je pense aux techniques dites de la fausse cuisson, alors là, nous sommes au cœur de la tanore. Et ce feu, avec les variations, le jeu des variations de chaleur, provoque un merveilleux décor et de merveilleuses patines. Que vous pourrez... Donc chez Claude, comme chez Édith d'ailleurs, l'élément humain occupe une grande place dans son œuvre. De Claude. Claude travaille bien sûr dans la force de la matière, elle travaille dans la maîtrise de la main, avec l'esprit de l'artiste artisan. Et l'artisan a beaucoup d'importance parce que c'est le retour justement au beau métier, au savoir-faire. À sa manière, Claude patine ses œuvres de mystère, de bigarrure, d'énigmes. Son livre de terre s'ouvre sur des voyages vers l'Orient. Ses mains détiennent ce miracle secret des potiers qui métamorphose l'argile et où le feu grave les premières notes de la vie. Et pour accomplir honnêtement cet art millénaire, il faut porter en soi beaucoup d'amour et le planter dans la terre d'où germera la beauté si le cœur en est le jardinier. Voilà.